Bonsoir à tous. Alors nous allons commencer notre conférence d'aujourd'hui. Nous allons accueillir pour cette conférence Cécile Eudel, maman de 5 enfants qui ont entre 16 ans et 6 ans, psychologue clinicienne, présidente de Choisir la vie de 2006 à 2021, fondatrice et écoutante de l'antenne d'écoute de Choisir la vie, SES Femmes Enceintes, cofondatrice et vice-présidente de la Marche pour la vie jusqu'à l'année dernière. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie pour cette 12e conférence sur les attaques contre la vie. Merci beaucoup. Bon, c'est bon, le micro marche. Merci à vous. Je suis, comme vous imaginez, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Surtout qu'on peut dire qu'entre le confinement, le deuxième confinement, le couvre-feu, j'étais pas du tout sûre que cette intervention puisse avoir lieu. Donc je suis encore plus contente d'être là. Je vous remercie aussi d'être venu, de vous être déplacé. Je sais qu'en ce moment c'est pas facile, donc merci d'être là. Et puis aussi, je crois que nous sommes en lien avec d'autres personnes grâce aux techniques modernes. Là, vous voyez, il y a des micros un peu partout là. Grâce à Zoom, grâce à YouTube, grâce à plein de connexions. Donc ça nous permet d'être en lien avec des personnes, je crois, qui sont à l'étranger, là, qui sont, je crois, en Tunisie notamment et dans d'autres pays. Et puis bien sûr en France. Donc je suis contente et je les accueille aussi, celles qui sont dans les pays étrangers et qui nous écoutent. Je remercie aussi tout particulièrement le père Jacques de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est un sujet bien sûr qui me passionne, mais c'est un sujet qui est quand même très vaste, les attaques contre la vie. Vous imaginez que depuis... S'il vous plaît avec ça parce que ça ne marche pas. Apparemment, le micro ne marche pas. Donc, le mieux, c'est quand même le vieux micro, le bon vieux micro, plutôt que les petits trucs comme ça. Oui, donc je disais, c'est un sujet quand même qui est très vaste, les attaques contre la vie, parce que vous imaginez que depuis un demi-siècle, on va dire à peu près un demi-siècle, les attaques contre la vie sont très nombreuses, très importantes. On essaye, comme on peut, à notre mesure, de les contrer. On essaye de se défendre contre ces attaques, mais elles restent quand même très importantes et très nombreuses. Donc on peut aussi aborder de différentes manières. Alors c'est vrai qu'avec le père Jacques, d'un commun accord, on a décidé de partir de l'actualité, parce que l'actualité est quand même importante aujourd'hui, avec deux lois qui sont quand même importantes, qui sont bien sûr la loi bioéthique. Donc ça fait quand même 2 ans qu'on en entend parler, de cette fameuse loi bioéthique, révision de la loi bioéthique. Il faut savoir, j'en reparlerai, que la première loi bioéthique date du mois de juillet 1994 et qu'ensuite elle a été révisée à peu près tous les 10 ans, 5-10 ans. Et puis la deuxième loi, c'est la loi Gaillot. Alors là, ce mot-là, peu de personnes en ont entendu parler. Si vous voulez, c'est la loi qui est censée augmenter le délai de recours à l'avortement de 12 semaines. Ça, actuellement, nous sommes avec des délais de 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines d'aménorrhée. Et c'est donc une loi qui se propose d'allonger de 12 à 14 semaines. Cette loi est vraiment d'actualité, puisque j'en reparlerai, je vais vous donner plus de détails, mais elle a été présentée au Conseil des ministres il y a plusieurs mois, et là, heureusement, je dis bien heureusement, mercredi, victoire quand même, le Sénat l'a rejetée. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, donc il faut se féliciter parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'associations qui se sont montrées, on s'est beaucoup battu et au moins pour l'instant elle a été rejetée en deuxième lecture par le Sénat, donc ça c'est quand même important. Donc on va partir de cette actualité, de ces 2 lois que je vais vous expliquer. Finalement, il y a eu un changement de mentalité entre il y a un demi-siècle et aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? À une loi qui fait passer l'avortement de 12 à 14 semaines, plus d'ailleurs, il y a aussi dans cette loi, je ne l'ai pas dit, mais la clause de conscience qui devait être supprimée pour les médecins. Et comment on est passé à une manipulation du vivant, une chosification de l'embryon, comme on peut le voir aujourd'hui.
Donc ça sera vraiment, je dirais, un peu le fil conducteur, parler de ce changement de mentalité. Et puis, je parlerai aussi, bien sûr, du changement des lois, à travers les différentes lois. Donc, je vous parlerai rapidement des lois de 75 jusqu'à maintenant. Surtout que je vois l'heure et que comme il y a le couvre-feu, il ne faut pas que je sois trop longue. Et puis, je veux laisser aussi de la place pour les questions. Alors, si on veut parler d'abord, comme je vous disais, des deux lois, parce que certains d'entre vous ne sont pas forcément au courant. Donc la loi Gaillot, dont je viens de parler, c'est une loi qui a été proposée, comme son nom l'indique, par la députée, qui est une ancienne députée de La République En Marche, qui s'appelle Madame Gaillot. Cette loi a été rejetée mercredi dernier en seconde lecture du Sénat. Ce qui est bien de noter, c'est qu'en fait, c'est une majorité de droite et du centre qui ont adopté ce qu'on appelle une motion préalable, une motion spéciale de procédure qui permet en fait de rejeter directement la loi sans même qu'il y ait débat. Donc ça a été très rapide, il n'y a pas eu 36 000 débats. Mercredi, le Sénat l'a rejeté. Donc ça, c'était très bien. Le seul souci, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un petit souci, c'est que ça va repasser à l'Assemblée nationale, au niveau des députés. Et si les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un texte qui convient aux sénateurs sur ce sujet, eh bien, il va y avoir une commission mixte paritaire. Alors, une commission mixte paritaire en France, c'est 7 députés, 7 sénateurs qui sont choisis par les présidents de chaque chambre, de chaque assemblée, et ils essayent de se mettre d'accord. Et si, encore une fois, ils ne se mettent pas d'accord, eh bien, la voix est donnée, le dernier qui décide, c'est malheureusement l'Assemblée nationale. Et comme on sait que c'est l'Assemblée nationale qui voulait absolument cette loi, c'est pas très bon signe pour nous. Voilà, donc ça on verra dans les prochains mois. Il faudra faire très attention. Ce qui est bien, ce que j'ai pu entendre, il y a eu quand même un tout petit débat, c'est je soulignerai l'intervention de la sénatrice qui est LR, qui est Florence Lassarade, qui est une sénatrice qui est de Gironde et qui est médecin. Et donc elle sait de quoi elle parle, et elle a souligné le nombre record en le déplorant de 232 000 avortements en 2019, ce qui est quand même un chiffre record, parce que pendant des années, nous avons plafonné à peu près à 220 000, ce qui est déjà énorme en soi. Et on espérait que l'avortement diminuerait plutôt qu'augmenter. Et à la place, vous voyez, on en est maintenant à 232 000 durant l'année 2019. Ce qu'a pu souligner la sénatrice devant tous les autres sénateurs, elle a osé le dire, et là je la cite, elle a dit, ça c'était mercredi, le palier de 12 semaines n'a pas été choisi par hasard. C'est dans cette période que l'embryon devient un fœtus. Elle a même ajouté que dans ces conditions, le geste médical n'est plus le même qu'au-delà de 12 semaines. Et là, elle a dit quelque chose qui était quand même très fort. Elle a dit « la tête du fœtus est ossifiée et il faut l'écraser ». Ça, c'est très très important qu'elle ait dit, parce que c'est un fait. On ne peut pas remettre en question cette réalité. C'est qu'à partir de 12 semaines, l'acte devient vraiment un acte qui est très lourd, avec beaucoup de conséquences sur les médecins qui vont devoir pratiquer cet avortement, c'est quand même pas anodin, sur l'enfant évidemment, et sur la mère. Donc elle l'a bien précisé, pourtant elle est pour l'avortement, hein, mais elle a été... ce qui est important aussi à souligner, c'est que malheureusement le Comité consultatif national d'éthique, qui s'appelle quand même national d'éthique, a rendu un avis favorable en fait pour passer de l'avortement de 12 à 14 semaines. Donc on se demande où est l'éthique dans tout ça. Et bien sûr la sénatrice PS, qui est un peu la chef de file des pro-IVG, qui est rapporteure du texte, Laurence Rossignol, qu'on connaît malheureusement trop bien dans les milieux pro-vie, parce qu'elle a toujours été à l'initiative de lois très permissives. C'est elle aussi qui avait qui avait voulu mettre absolument la loi sur le délit d'entrave. Donc Laurence Rossignol a souligné que le nombre d'établissements réalisant les IVG avait diminué de moitié. Et c'est pour ça qu'elle souhaitait que l'avortement passe de 12 à 14 semaines, pour que l'offre augmente, l'offre d'avortement. Alors nous, au sein de notre association À Choisir la Vie, on avait envoyé
des lettres à chaque sénateur avec tout un dossier bioéthique en leur précisant justement ce qu'était le geste médical et en leur montrant les conséquences du passage de 12 à 14 semaines. Voilà. Et on sait qu'il y a des sénateurs qui ont bien lu la lettre et qui du coup ont mieux voté, on va dire. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent le petit dossier de Choisir la vie, c'est un dossier qui est, là je l'ai ici, vous voyez. C'est un dossier qui explique toute la loi bioéthique et qui explique tous justement les risques, etc. Eh bien, vous pouvez demander à Choisir la vie, vous me laissez votre mail et puis je vous enverrai ou par mail ou par courrier. Donc ça, c'est la loi Gaillot. Voilà, donc il faudra regarder dans les prochaines semaines l'actualité à ce niveau-là. La deuxième loi actuellement, c'est la loi bioéthique. Donc c'est une loi qui a 34 articles, qui est quand même une loi très importante. Ça fait 1 an et demi qu'elle a été déposée au Conseil des ministres. Donc ça fait 1 an et demi qu'elle est entre, je dirais qu'elle est entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et là, je vous en parle parce qu'elle a été adoptée en seconde lecture par les députés le 1er août dernier. Et là, le 2 février, elle repasse en deuxième lecture au Sénat. Donc il faudra bien s'informer le 2 février des suites de cette loi bioéthique qui passe au Sénat. Elle est en ce moment examinée par la commission spéciale du Sénat. Et Olivier Véran, qui est notre ministre de la Santé, espère bien que cette loi sera votée définitivement avant l'été. Donc ça arrive très vite. Les mesures dont il faut tenir compte dans cette loi bioéthique, c'est bien sûr l'ouverture, ça vous en avez entendu parler, l'ouverture de la PMA à tous les couples, enfin les couples homosexuels. C'est la première grande réforme sociétale d'Emmanuel Macron durant son quinquennat, parce que c'est quand même une mesure qui est très, très grave. Donc ouverture, c'est emblématique, elle est vraiment emblématique. Alors cette mesure, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a qu'un article sur cette mesure, sur les 34. Voilà, il y a un article ouverture de la PMA. Mais ça va bien au-delà, puisqu'il y a aussi l'assouplissement de la recherche sur les embryons. Il y a aussi une présomption de consentement post-mortem pour le don d'organes. C'est-à-dire que si cette loi est votée, si vous n'avez pas un mot sur vous, comme quoi vous ne voulez pas qu'on vous prélève vos organes, automatiquement, on va considérer que vous êtes consentant. Et puis, la mesure qui est encore plus gravissime, c'est ce qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, jusqu'à 9 mois. Donc ça, dans la loi Veil, l'IMG était déjà jusqu'à 9 mois. Certains ne le savent pas, mais aujourd'hui en France, on peut avorter pour raison médicale jusqu'à 9 mois. Mais maintenant, on a rajouté dans la loi bioéthique pour des raisons psychosociales. Voilà. Donc ça veut dire que la femme enceinte, si la loi bioéthique est adoptée, une femme enceinte qui se sent en détresse à 8 mois de grossesse ou à 9 mois psychologiquement, elle dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle est stressée, qu'elle est anxieuse, peut avorter à 8 mois de grossesse, voire à 9 mois, je dirais même l'accouchement, moins 3 secondes. Voilà. Donc ça, c'est une mesure qui est extrêmement grave. Je ne pensais même pas qu'on pouvait aller jusque-là. Voilà. Avant, l'IMG, dans la loi Veil, ce n'était que c'est déjà pas mal, mais en cas de péril pour la santé de la mère, péril physique, et en cas de forte probabilité que l'enfant soit atteint de maladies incurables. Donc c'est le cas des enfants trisomiques notamment. Donc maintenant, c'est pour une question de détresse, alors qu'on n'arrive pas du tout à évaluer la détresse. On ne sait pas ce que veut dire le mot détresse. Tout le monde peut être en détresse, vous voyez, donc c'est quand même compliqué. Il y a aussi dans cette loi une suppression de l'obligation, enfin dans cet article, parce que c'est l'article 20 de la loi bioéthique, il y a une suppression de l'obligation de proposer un délai de réflexion qui était avant prévu dans le cas d'IMG. C'est-à-dire que c'est complètement banalisé, il n'y a même plus besoin de délai de réflexion. Directement, on peut avorter à 9 mois sans qu'il y ait de délai de réflexion. Et les moins de 18 ans, les jeunes filles mineures peuvent aller se faire avorter sans la consultation des parents, jusqu'à 9 mois. Alors généralement, les parents sont quand même au courant s'ils voient la jeune fille enceinte, mais elle peut décider au dernier moment de se faire avorter. Il suffit juste qu'elle soit accompagnée d'une personne majeure. Voilà, c'est tout, ça suffit. Alors cette loi bioéthique a été donc votée par l'Assemblée nationale le 1er août avec 60 voix pour et 37 contre.
Donc comme vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de députés qui ont voté ce jour-là. Normalement, les députés sont censés nous représenter. Là, il y avait 17,5% du nombre total des députés. Voilà, c'est très grave. Et il y avait l'absence de ministre. Et le vote n'a pas été un vote solennel. Voilà, donc ça a été très vite voté. Donc heureusement que ça repasse au Sénat. Et puis surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans cette loi bioéthique, personne, ni les députés, ni le gouvernement, n'a tenu compte des résultats qu'avaient donnés les états généraux de la bioéthique. Si vous vous souvenez, on avait annoncé des grands états généraux, la population avait été interrogée, il y avait eu des sondages de fait pour savoir comment on voyait cette loi bioéthique, les différents articles, etc. Et en fait, il y avait 80%, les résultats, c'était 80% des participants aux états généraux étaient défavorables à l'extension de la PMA. Bon, bah vous voyez, finalement, il y a l'extension de la PMA qui a été votée par l'Assemblée nationale. Donc finalement, c'était un peu une vaste mascarade, ces états généraux. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec ces deux lois qui sont très importantes et on saura d'ici 2021, d'ici la fin de 2021 et très rapidement vers quel chemin va s'orienter malheureusement notre pays au niveau justement de ces lois. Alors bien sûr, nous les associations, nous allons continuer à nous mobiliser comme on peut pour essayer de sensibiliser les députés, les sénateurs à toutes les conséquences de ce changement de loi. Voilà pour ce qui est de l'actualité. Il faut quand même noter qu'il y a une semaine, c'était le 17 janvier, c'était les 46 ans justement de la loi Veil. C'est pour ça quand je parle d'un demi-siècle, je me fixe à vraiment la loi Veil qui a quand même marqué une rupture, une vraie rupture dans notre société. Je vous parlerai donc rapidement de mon plan, c'est un peu le suivant. Je vais parler du changement de mentalité à travers deux notions. D'abord le changement de la notion de la vie. Je crois que c'est important de voir comment, il y a 50 ans, qu'est-ce qu'était la vie pour nous et aujourd'hui, comment est-ce que les gens voient cette notion de vie. On est passé effectivement d'une notion de vie qui était vraiment une vie qui avait une valeur absolue et maintenant ça a vraiment une valeur relative. Et puis avec des petits exemples aussi, je vous parlerai de l'évolution des lois. Alors pour ce qui est du changement des mentalités, on peut constater qu'on est passé d'un droit fondamental, ça on l'a beaucoup dit, d'un droit fondamental à la vie, du droit de naître pour tout enfant. Il y a 50 ans, on ne se posait pas la question, même si on était enceinte dans des conditions difficiles, même si on n'avait pas forcément de quoi accueillir un enfant, on ne se posait pas la question. La plupart des femmes décidaient de faire confiance et de garder leur enfant. Donc c'était le droit fondamental à la vie qui est d'ailleurs qui était garanti par de nombreux textes. C'était un droit qui était centré sur l'enfant. Aujourd'hui, c'est un droit à l'enfant. Donc c'est plus le droit de l'enfant, c'est le droit à l'enfant et qui est centré sur l'adulte, centré sur le désir de l'adulte. Et on le voit avec notamment depuis qu'il y a eu la procréation médicalement assistée. J'ai le droit à un enfant quand je veux, où je veux, et de la manière, on va dire avec la PMA, c'est vraiment de la manière dont je veux. Donc l'idée a fait son chemin dans la population que finalement on pouvait avoir un enfant à tout prix. Voilà. Donc c'est le droit à l'enfant. On a totalement chosifié l'embryon, qui est devenu un objet qu'on peut acquérir comme un appartement, comme une télévision. Voilà, on a le droit d'avoir un enfant. Et voire même parfois on l'achète, puisqu'avec la GPA, la gestation pour autrui, eh bien on peut acheter un enfant. Alors le droit à la vie, je vous parlais de texte, il a été pourtant reconnu, et c'est bien de pouvoir, quand vous discutez avec les personnes, c'est bien de pouvoir rappeler ça, que la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée en 89 par les Nations Unies interdit la peine de mort pour les enfants. Et dans son article 6, il rappelle que les États reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Tout enfant a un droit inhérent à la vie. La seule question, et c'est là le piège, c'est qu'on dit, bah oui, mais quand commence la vie? Oui, un enfant a le droit à la vie, mais à partir de quand? Vous voyez, dans la loi Veil, c'est la même chose, c'est que dès l'article 1er de la loi Veil, il est écrit « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ». Alors, c'est pareil, hein, on est avec la notion de vie, là, quand commence la vie.
L'article 1 rajoute « Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». Donc l'avortement, même dans la loi Veil, était conçu comme une exception, pas comme un droit, comme une exception au droit à la vie, qui était premier. Dans le Code civil aussi, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de textes, le Code civil, article 16, la loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Et il y a aussi un rapport du Conseil de l'Ordre du 5 avril 1994 qui, alors là c'est quand même beaucoup plus précis, ce rapport du Conseil de l'Ordre demande que soit respecté l'embryon qui doit être considéré dès sa conception comme un être de nature humaine avec un potentiel. Donc là, le Conseil de l'Ordre parle vraiment d'embryon qu'il faut respecter. Donc vous voyez, c'est 4 textes majeurs qui s'appuient sur le respect de la vie. Le deuxième constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on a mis en opposition, et ça je le vois vraiment très fortement quand j'ai les femmes enceintes au téléphone, on a mis en opposition et en contradiction 2 droits. Le droit, en gros, à la femme d'être libre, la liberté de la femme, qui prime aujourd'hui, le slogan, comme je vous disais, un enfant si je veux, etc., et le droit de l'enfant de naître et de vivre. Donc on met en opposition. Avant, il n'y a pas ces oppositions. Là, c'est vraiment le droit de la femme, la liberté de la femme et le droit de l'enfant de vivre. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est la liberté de la femme qui prime. Si vous voulez, une femme peut se dire « je suis libre aujourd'hui de décider que toi, mon enfant, tu ne vas pas vivre si je ne te veux pas, tout simplement. Je ne te veux pas, donc je suis libre de dire que tu ne vas pas vivre. » Voilà, c'est clair, c'est simple. Le problème, c'est que c'est un ensemble de libertés qui se confrontent, vous voyez, parce que quand, par exemple, le conjoint, lui, veut l'enfant, alors lui, il est libre de dire « oui, mais moi, je veux mon enfant ». La femme « oui, mais moi, je suis libre de ne pas le vouloir ». Et l'enfant dans tout ça. Vous voyez, il y a plein de libertés qui se confrontent. Donc maintenant, on a mis en premier la liberté avant le droit à la vie, ce qui est très grave. On est aussi passé donc d'un respect total de la vie de l'enfant à naître, qui était comme une évidence, à un choix. Aujourd'hui, c'est un choix. Voilà. Est-ce que j'avorte ou non? Quand les femmes m'appellent, la première question, c'est qu'elles me disent, elles commencent par me dire, je suis dans le flou, j'hésite, je ne sais pas, est-ce que j'avorte ou non? Voilà. Et c'est ça, leur première angoisse, c'est finalement ce choix. Est-ce que je vais avorter? Est-ce que je ne vais pas avorter? Je vais faire des colonnes, oui, non, les points positifs, les points négatifs. Vous voyez, puisqu'elles ne peuvent plus s'appuyer sur un droit fondamental à la vie, elles s'appuient sur leur liberté et elles hésitent dans leur liberté. Donc accueillir la vie aujourd'hui, eh bien c'est pas simple. C'est même, je dirais que ça relève d'un acte de volonté, puisqu'on a le choix, il faut vraiment le vouloir, choix d'accueillir ou non, et même un acte héroïque, parce que puisqu'elles ont le choix, certaines femmes, eh bien quand elles acceptent d'avoir leur enfant, alors que, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, parfois l'enfant arrive dans des conditions difficiles, le conjoint n'en veut pas, le conjoint menace de mettre sa compagne à la rue si elle ne va pas avorter, parfois il y a des menaces des parents vis-à-vis des mineurs. Celles qui acceptent, au bout du compte, même je dirais la France ne protège pas leur enfant puisque propose l'avortement. Donc finalement, quand au bout du compte, elles arrivent à garder leur enfant et elles décident, parce que du coup c'est un choix, elles décident de garder leur enfant, eh bien c'est un acte héroïque. C'est héroïque aujourd'hui. C'est presque devenu, en fait, finalement, aujourd'hui, avoir un enfant, c'est presque devenu un luxe. Vous voyez, c'est comme quoi tout a vraiment énormément, tout s'est renversé, a énormément changé. Et c'est vrai que la grossesse, c'est pas forcément à la mode. Il suffit que ça soit pas dans de bonnes conditions pour qu'on nous dise, bah non, pas aujourd'hui, c'est pas la peine d'être enceinte maintenant, plus tard, pourquoi pas, quand la situation s'y prêtera. Donc, vous voyez, c'est pas très à la mode. Donc voilà pour ce qui est du changement de mentalité. Je peux ajouter aussi sur la notion de vie dont je parlais. Comme je vous disais, avant, la vie avait vraiment une valeur absolue. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de qualité de vie. C'est-à-dire qu'avant, un homme, une personne, avait une valeur inestimable. Sa vie était importante, sa vie était précieuse. On mettait la vie au-dessus de la mort. La vie valait plus que tout. Et une personne, on partait du postulat qui était « j'existe en moi-même, j'existe pour moi-même, j'ai une valeur inestimable, je suis », vraiment au sens du verbe être.
Et j'existe en fonction de ce que je suis, pas de ce que je fais, pas de ce que j'ai, pas des espoirs que mes parents vont mettre sur moi. Vous voyez, voilà, et ça c'était quand même pas des diplômes, enfin bon, voilà, que sais-je, mais c'était important. Aujourd'hui, on parle de qualité de vie, c'est-à-dire qu'un être humain, c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est ce qu'on nous fait croire en tout cas, qu'un être humain n'a pas de valeur s'il n'est pas productif, s'il n'a pas une vie décente, s'il n'est pas conforme à certaines règles de notre société. Je peux vous donner l'exemple de Vincent Lambert. Alors voilà, ça c'est un vaste débat. Mais Vincent Lambert, par la mort de Vincent Lambert, ce jeune homme cet homme qui était handicapé depuis longtemps sur un lit d'hôpital, on nous a montré clairement qu'il n'y avait pas de place en France pour des personnes qui étaient différentes ou qui n'arrivaient plus à faire, qui n'étaient plus productifs. Vous voyez, c'est un peu, on est en plein dedans en plus avec l'histoire de confinement, de Covid, etc. C'est l'homo economicus, comme on dit, c'est-à-dire l'économie, il faut que l'homme soit productif. S'il n'est pas productif, il ne vaut rien. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. L'économie, l'argent, tout ça est très important. Donc voilà, donc c'était finalement, quand on a vu l'histoire de Vincent Lambert, on se dit finalement, à un moment donné, on nous dit il vaut mieux mourir que de vivre. C'est-à-dire que c'est le triomphe de la mort, c'est le grand triomphe d'aujourd'hui. C'est de dire, mais finalement, il y a des moments, la mort vaut mieux que la vie. Donc c'est quand même, pour moi, hein, quand une société commence à se dire que la mort vaut mieux que la vie, c'est une société de désespérance. Surtout quand on sait qu'on n'est pas très catholique en France aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de catholiques, il n'y en a pas beaucoup qui ont la foi. Donc nous, on pourrait dire, les chrétiens encore, que la mort c'est le triomphe de la vie éternelle et que la mort ce n'est rien, c'est un passage, donc la mort finalement c'est le triomphe de la vie éternelle, etc. Bon. Mais eux ne sont même pas chrétiens, ils préfèrent la mort. Ils préfèrent le néant finalement, ils préfèrent le vide absolu puisqu'ils ne croient pas en la vie éternelle. Les personnes qui pensent ça préfèrent le vide plutôt que la vie aujourd'hui. Donc c'est très grave, c'est très grave. Également, il y a 50 ans, on ne fabriquait pas des enfants. On ne fabriquait pas, il n'y avait pas la procréation médicalement assistée, il n'y avait pas des embryons dans des congélateurs comme on voit aujourd'hui, il n'y avait pas de notion de fabrication de l'être humain. On accueillait un enfant arrivait, on l'accueillait, on faisait ce qu'on pouvait. Et d'ailleurs, vous voyez, dans le langage courant, souvent, on dit je fais un enfant, j'ai fait un enfant, est-ce que tu vas faire un enfant? Vous voyez, même dans le langage, on emploie le mot faire, au lieu de dire que c'est un don, qu'on l'accueille, qu'on le reçoit, qu'on a la grâce d'accueillir un enfant. Non, au contraire, il y a une sorte de maîtrise du moment de la conception, etc. Et puis, avant, on ne se posait pas la question, est-ce que la vie commence à la conception ou pas? Aujourd'hui, j'allais dire, on pense qu'on se la pose, mais finalement, quand on voit les échographies, quand on voit les techniques d'aujourd'hui, on n'a plus aucun doute que la vie commence très tôt. Plus on avance dans les techniques modernes, plus on se rend compte que la vie arrive très tôt. Le docteur Catolino explique très précisément ce qu'on appelle le mythe de l'enfant désiré. Vous savez, le fait qu'un enfant, il sera plus heureux s'il est désiré, ou qu'un enfant, se développera mieux, sera plus aimé s'il est désiré. Vous savez, c'est vraiment le désir est au-dessus de la vie là aussi. Et le docteur Catolino faisait référence à un slogan qui avait été lancé par la fondatrice du planning et qui avait été repris par l'ONU d'ailleurs pour justifier la régulation des naissances. Et le slogan disait « Le premier droit de l'enfant, c'est d'être désiré ». Alors, vous imaginez que si le premier droit, c'est-à-dire les autres découlent de ce droit, les autres droits découlent de ce droit d'être désiré, eh bien l'enfant qui n'est pas désiré, ça veut tout simplement dire qu'en fait il n'a aucun droit. Voilà. L'enfant qui n'est pas désiré, puisque c'est du premier droit que découlent tous les autres, eh bien s'il n'a pas ce droit-là, s'il n'est pas désiré, eh bien il n'aura aucun autre. Donc il n'a même pas le droit d'exister finalement. Il n'est pas désiré, il n'a pas le droit d'exister. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Donc on nous fait croire qu'un être n'existe que parce qu'il est désiré. Alors un être n'existe que s'il a une bonne qualité de vie, s'il n'est pas handicapé, etc. Et un être n'existe que finalement s'il est désiré. Donc c'est la toute-puissance du désir. Et c'est une mentalité qui envahit peu à peu je trouve, aujourd'hui et depuis déjà plusieurs années, notre civilisation un peu, parce que c'est pas que en France, c'est partout dans le monde cette même notion de désir.
Ça envahit nos mentalités et pourtant on sait que le désir c'est très complexe. Combien de femmes diront qu'en fait elles ont eu 3 enfants, qu'elles pensaient qu'elles ne voulaient que 3 enfants ou qu'elles n'en voulaient que 2, puis finalement elles auraient aimé en avoir un de plus. Enfin, vous voyez, il y a le désir, c'est quand même, on peut rentrer dans les méandres de la psychologie avec cette idée de désir. Qui sait vraiment ce qu'il désire au fond? Pas évident, ça change. Il y a des moments, on a soudainement envie d'agrandir notre famille quand on est plus jeune, et puis il y a d'autres moments, c'est pas le moment, et puis après on revient dessus. Enfin, c'est un petit peu complexe la notion de désir. Et aussi, alors je le vois aussi dans l'écoute des femmes enceintes, c'est qu'en effet cette notion est complexe parce que, surtout au début de grossesse, il y a une grande ambivalence de la femme enceinte. Elle a très peur, elle a beaucoup d'angoisse, elle hésite, et il y en a même une qui me disait, d'ailleurs Marie, enfin je donne de faux prénoms, parce qu'on ne sait jamais si les personnes se retrouvent, elles ne m'ont pas forcément donné l'accord de parler d'elle. Donc je dis, Marie, elle me disait qu'elle avait tué, au téléphone, elle me disait, vous savez, j'ai tué déjà 10 000 fois mon enfant. Parce qu'un jour, je me lève et je me dis, je vais avorter. Un autre jour, je me lève, je me dis, non, finalement, je vais le garder. Un autre jour, et voilà. Et elle me dit, tous les jours, voire même chaque seconde, je change d'avis. Elle me dit, j'ai l'impression d'avoir tué 10 000 fois mon enfant. Et c'est vrai, elle montre juste par là qu'elle hésite, qu'il y a des doutes, que c'est pas si simple que ça, qu'un jour elle désire, l'autre jour elle désire pas. Donc finalement, derrière le choix d'avorter ou non, il y a toujours en effet des peurs. Donc là, je fais une petite aparté pour vous dire qu'effectivement, quand une femme hésite, il y a, comme je vous le disais, il y a beaucoup de peurs. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas aimer son enfant, la peur d'être rejetée bien sûr par son entourage, par ses amis, la peur justement de ne pas donner en effet d'amour parce que, et là ça revient, ce mythe de l'enfant désiré, elle me dit souvent, je n'ai pas désiré mon enfant au départ, donc peut-être que je ne vais pas l'aimer parce que je ne l'ai pas désiré. Vous voyez, tellement ça a imprégné les mentalités. Elles ont aussi beaucoup d'angoisse, donc il y en a une qui me disait, je suis aussi angoissée, si je suis aussi angoissée, c'est parce que j'ai le choix. Si je n'avais pas le choix, je garderais mon enfant et finalement je suis sûre que je serais heureuse. Et plusieurs me disent, j'ai le choix est difficile, ce choix épouvantable. Et d'ailleurs on voit que généralement quand moi je les suis je les suis souvent jusqu'à la fin de la grossesse quand elles décident de garder leur enfant, et on voit que quand arrivent les 12 semaines, donc c'est le dernier moment pour avorter, elles se sentent très mal, elles sont dans un grand tourment intérieur jusqu'à 12 semaines. Et quand le délai pour avorter est passé, elles se sentent soulagées et elles me disent, je crois que je suis prête à garder mon enfant. Vous voyez le cheminement, tant qu'elles ont le choix, elles ont peur de faire le mauvais choix. Mais après, elles ne se posent plus de questions et elles l'aiment, leur enfant. Il n'y en a pas une qui ne me dise pas après qu'elle l'aime. Sabine, par exemple, je vous donne des exemples, pour exprimer son angoisse, c'était l'année dernière. Et pourtant, c'était son 3e enfant, donc elle savait ce que c'était, etc. Et elle m'avait dit, je suis coincée dans un flou d'angoisse permanent qui m'empêche d'y voir clair, au point de voir l'IVG comme unique solution, alors qu'elle voulait son enfant. Au départ, elle le voulait, elle était heureuse d'apprendre qu'elle était enceinte, et soudainement, c'est aussi un peu la complexité des hormones, le tourbillon hormonal qui fait qu'elle était très fatiguée, elle avait des nausées, elle n'était pas bien, elle était très très angoissée, vraiment, elle se sentait dans une sorte de flou d'angoisse, comme elle dit, qui fait qu'elle allait jusqu'à même penser à l'avortement. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que oui, il y a aussi une confusion du désir, c'est-à-dire que non seulement il y a l'image de l'enfant désiré et de la toute-puissance du désir, mais il y a aussi dans notre société l'image idéale véhiculée par nous tous, je crois que ça nous a tous imprégnés, qui est sur le moment opportun de la grossesse. C'est-à-dire comme si, finalement, il fallait vraiment maîtriser le moment où les femmes étaient enceintes pour que ça soit le meilleur moment. C'est-à-dire le moment où économiquement, elles soient dans une bonne situation, qu'elles aient un travail, surtout pas étudiantes, évidemment. Voyez, qu'elles soient avec une situation amoureuse stable, qu'elles soient bien psychologiquement. Enfin, il faut tout ça aujourd'hui pour avoir un enfant. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas.
Donc, si vous voulez, lorsque une femme est enceinte, qu'elle ne l'a pas vraiment maîtrisée, qu'elle est dans des conditions, c'est dans des conditions difficiles, eh bien, elle ne se donne pas le droit par rapport à cette image véhiculée par la société, cette image idéale. Elle se donne pas le droit d'avoir cet enfant. J'ai pas le droit, c'est ce qu'elles me disent. J'ai pas le droit. Il y a une sorte de honte, une sorte de culpabilité. Elles se disent, je n'ai pas su maîtriser ce moment opportun, et pourtant, c'est ce qu'elles me disent, et pourtant il y a des moyens de contraception, et pourtant il y a tout ça aujourd'hui, et j'ai pas réussi à maîtriser ça, j'ai pas réussi à contrôler, donc je suis obligée d'avorter. J'ai pas le droit. Voilà. Donc il y a la honte, il y a la culpabilité, et il y a ce refus d'accueillir la vie parce qu'elle ne le mérite pas. Vous voyez, c'est un peu la double peine. Non seulement elles se disent, j'ai eu un enfant que j'aurais dû maîtriser ce moment, et puis en plus elles se disent, il faut que j'avorte. Donc c'est très dur, très dur à vivre, parce que c'est finalement une nouvelle exigence qui est imposée par notre société. Comme je vous disais, il y a 50 ans, c'était pas la question. Aujourd'hui, voilà, on demande, même au planning familial, on leur demande, mais est-ce que vous n'êtes pas trop jeune pour avoir un enfant? Est-ce que vous avez une situation stable, etc. Et ce que j'ai pu constater, oui, c'est quand elles décident, elles se disent, j'ai pas le droit. Alors elles veulent quand même leur bébé, mais elles se disent, j'ai pas le droit d'avoir cet enfant. C'est tellement dur pour elles d'avorter du coup, elles essaient de se donner, je dirais, un peu des excuses altruistes. Plusieurs me disent, je ne veux pas que ce bébé soit malheureux. Justement parce que je l'aime, vu les conditions dans lesquelles je vis, je ne veux pas qu'il soit malheureux. Ou alors, il vaut mieux qu'il ne naisse pas, parce que sinon, il ne connaîtra pas son père. Et je préfère qu'il ne naisse pas plutôt qu'il soit malheureux parce qu'il n'aura pas connu son père. Voyez, ou une petite jeune me disait, je ne peux pas faire cela à mes parents, je ne peux pas faire ça à mes parents qui m'ont tellement aidée, qui ont payé mes études, qui ont été là toute ma vie, mes parents ne veulent pas. Je peux pas, voilà, faut que je continue à être la petite fille sage, je peux pas faire ça à mes parents, eux qui veulent que j'avorte, de ne pas avorter, vous voyez. Donc c'est vraiment un contrôle très important. Je peux vous donner un exemple très rapide. C'était il y a 2 ans, j'avais eu Raphaël, qui était une jeune femme qui avait, je ne sais plus quel âge elle avait, 23-24 ans. Elle travaillait dans une grande chaîne de télévision. C'était son 3e bébé, donc elle avait eu plusieurs bébés assez rapprochés. Sa dernière fille avait 16 mois. En fait, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle avait, alors ça m'amuse toujours parce qu'elle avait prévu un séjour au ski, elle avait prévu de partir ensuite l'été suivant à l'étranger, elle avait prévu plein de choses avec son conjoint, et elle n'avait pas contrôlé la venue de cet enfant. Et elle était extrêmement anxieuse, c'était son 3e pourtant. À l'arrivée de ce 3e, elle pensait qu'elle n'arriverait jamais, alors vous voyez tout ce qu'elles imaginent, qu'elles n'arriveraient jamais à gérer la fratrie. Elle pensait que les frères et sœurs allaient se disputer entre eux, enfin tous les détails vraiment qui nous paraissent insignifiants, mais pour elle c'était très important. Et surtout, elle avait eu l'habitude de toujours tout contrôler dans sa vie. C'était une femme qui était vraiment dans le contrôle. Et ça, le fait qu'elle n'ait pas pu contrôler cette arrivée de ce 3e, pour elle, c'était l'effondrement psychique. Et j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à lui parler de ses peurs, à lui montrer que la vie était toujours pleine d'incertitudes, qu'il y avait plein de choses qu'on ne maîtrisait pas dans la vie, et qu'il fallait qu'elle ait confiance. Donc j'ai beaucoup travaillé sur cette confiance avec elle. Et d'ailleurs, à un moment, elle m'a dit, mais oui, vous avez raison, la confiance, c'est la clé. Donc, et voilà, et finalement, il y a un petit bébé qui est né le 18 novembre. Et elle m'a dit, vous m'avez aidé à prendre la bonne résolution et à progresser dans la vie, à ne pas céder à l'envie de tout figer par peur. On va beaucoup apprendre et grandir, je le sens, avec son bébé. Voilà. Elle a compris que la peur nous fige, qu'il faut avancer dans la vie avec confiance, et quand on avance, quand on dit oui à un moment donné à la vie, j'ai plusieurs cas comme ça, eh bien les portes s'ouvrent et tout arrive. Alors comment expliquer finalement ce changement progressif des mentalités? Par le changement de loi. Et il y a une phrase de Simone Veil en 2007 qui est très importante, que peu connaissent. En 2007, elle a fait un aveu. Elle a dit « Ceci me fascine ». Et par le biais d'une loi légalisant l'avortement, vous changez de façon fondamentale la position elle-même de la femme et de l'enfant dans la société. Vous pouvez ainsi, par les lois, changer les mentalités. Elle a tout dit en 2007. Elle a avoué que changer une loi en 1975, alors que la population n'était pas prête, la population avait une autre mentalité, eh bien,
elle savait, elle avait compris que des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, un demi-siècle plus tard, ça changerait les mentalités. Donc la base, c'est quand même la loi. Pourquoi la loi peut modifier les mentalités? Parce qu'à un moment donné, on pense que tout ce qui est légal est moral. Et donc, aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, des jeunes de 25 ans disent c'est dans la loi, donc on a le droit. Donc si on a le droit, c'est moral, c'est normal. Voilà. Si on peut avorter d'un bébé jusqu'à 12 semaines, c'est qu'un bébé, c'est rien. Si on peut, un bébé jusqu'à 12 semaines, ce n'est rien. Enfin, ce n'est rien si la maman ne le désire pas. Parce que si la maman le désire, alors là, attention, hein, le bébé est surinvesti, il y a je ne sais pas combien d'échographies, et voyez la différence, en fonction du désir, comme je disais tout à l'heure. Et puis pareil, avec l'IMG pour les enfants, par exemple, trisomiques, c'est rentré dans la tête que c'est la qualité de vie, justement, que si on peut avorter en France d'un enfant trisomique jusqu'à la veille de sa naissance, jusqu'à 9 mois, c'est qu'en fait, parfois, la mort vaut mieux que la vie, parce que la vie n'est pas valable, parce que la qualité de vie ne sera pas bonne de cet enfant trisomique. Vous voyez? Donc ça a vraiment tout, la loi a tout changé. Donc je vais repartir de la loi Veil. Donc très rapidement, je vais vous donner toutes les lois rapidement. La loi Veil, elle a été promulguée pour 5 ans au départ, le 17 janvier 1975. Elle avait d'abord été votée le 20 décembre 1974. Vous verrez que souvent, les lois les plus permissives et les plus terrifiantes sont votées ou pendant l'été. Là, vous avez vu, hein, les lois bioéthiques, 1er août. La loi Gallo, là, était pendant l'été aussi. Je ne parle pas pour le Sénat, hein, je parle pour l'Assemblée nationale, toujours. Là, c'était les vacances de Noël, 20 décembre 1974, donc elle avait été votée. Il y a une seconde loi qui a été très importante parce qu'elle a complètement déconstruit, elle a commencé à déconstruire la loi Veil, parce que la loi Veil de 1975, c'est la base, mais aujourd'hui, elle est complètement déconstruite en fait. La loi importante, c'est la loi Aubry de 2001 qui va modifier le contenu de la loi Veil. Et je vous en parlerai, je vous dirai tout à l'heure ce qu'il y avait, parce que d'abord, dans cette loi Aubry, on passe quand même de 10 semaines à 12 semaines. Déjà, ça commence. On passe de l'avortement de 10 semaines à 12 semaines. L'autre loi qui a déconstruit, qui a fini d'achever la déconstruction de la loi Veil, c'était sous le quinquennat de François Hollande. Il y a eu la loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes et la loi santé. Toutes deux, elles ont été adoptées, devinez quand, en juillet, vacances d'été 2014, et décembre, vacances de Noël 2015. Alors, je vais vous donner quelques éléments clés de la loi Veil. La loi, pour ceux qui ne savaient pas, la loi prévoyait d'autoriser l'IVG pour des raisons de détresse de la femme. Mais encore une fois, c'est comme dans la loi bioéthique pour l'IMG, la détresse, c'était mal défini. Les députés n'ont pas défini ce qu'était la notion de détresse. Comme ça, tout le monde pouvait avorter pour cause de détresse. Elle a aussi autorisé l'IVG avant la fin de la 10e semaine de grossesse et uniquement dans les hôpitaux et cliniques privées agréées. Aujourd'hui, ça peut se faire dans les cabinets de sage-femme, ça peut se faire au planning familial, ça peut se faire à domicile. Et la loi prévoyait aussi ce qu'on appelle l'ITG, interruption thérapeutique de grossesse, c'est l'IMG, c'est la même chose, qui prévoyait donc, comme je vous disais, qu'on pouvait avorter jusqu'à 9 mois pour des maladies incurables de l'enfant ou pour un souci de santé pour la mère. Alors, ce qui est pas mal de savoir aussi, c'est que à l'époque, les députés avaient mis que jusqu'à 10 semaines, si je peux dire, car Madame Veil, et là je cite encore Madame Veil, avait dit « Les risques physiques et psychiques qui ne sont jamais nuls deviennent trop sérieux après la fin de la 10e semaine qui suit la conception pour que l'on permette aux femmes de s'y exposer. » Voilà, elle avait dit ça. Après 10 semaines, c'est trop dangereux. On a vu 12 semaines et maintenant 14 semaines. Ensuite, ce qui était prévu, c'est qu'en fait, il y avait des mesures en 1975 pour éviter que la femme ait recours à l'avortement. L'article 4 prévoyait par exemple que le médecin devait, dès la première visite, remettre à la femme un dossier guide, mis à jour une fois par an, qui comportait l'énumération des droits, les aides, les avantages pour la femme. Et puis aussi l'adresse des associations qui pouvaient les aider si elles voulaient garder leur enfant. Aujourd'hui, et d'ailleurs jamais, il y a eu des guides et des listes des organismes qui pouvaient aider. Zéro guide, zéro liste. Ça n'a jamais été remis aux femmes. Il n'y a aucune alternative
aujourd'hui qui est proposée aux femmes si elles ne veulent pas avorter. Elles sont comme obligées d'avorter dès qu'elles mettent un pied au planning familial. L'article 4 prévoyait aussi que le médecin devait informer des risques médicaux, absolument, des risques médicaux que la femme encourait pour elle-même et pour ses maternités futures. C'était prévu. Aujourd'hui, les médecins ne préviennent absolument pas des risques médicaux, et même pire, sur le site du gouvernement, qui est un site entre guillemets objectif, c'est ce que dit le gouvernement sur l'avortement, il y a un médecin qui témoigne et qui dit « Je peux vous jurer, il n'y a aucune conséquence à l'avortement ». Donc ce qu'il avance, c'est complètement à l'encontre de la réalité. Et l'incitation à l'avortement et la propagande pour l'avortement étaient punies. Inciter à l'avortement, c'était passible de prison. Aujourd'hui, ce qui est passible de prison, c'est d'inciter à garder un enfant. Inversement total. Ceux qui essayent de proposer à la femme une autre alternative risquent de se retrouver en prison et avec une amende. C'est le délit d'entrave, ce qu'on appelle délit d'entrave à l'avortement. Voilà. Par contre, il n'y a pas de délit d'entrave au respect de la vie, il n'y a pas de délit d'entrave au choix de la vie. C'est-à-dire qu'une femme qui a une grande pression de la part de son conjoint, de la part de sa famille, là, le conjoint ou la famille ne risque pas d'être en prison et ne risque pas de tomber sous le coup du délit d'entrave. Vous voyez, c'est assez injuste. En 2001, je vous parlais de la loi Aubry, qui est vraiment un bouleversement majeur. La loi fait passer de l'avortement autorisé jusqu'à 10 semaines au lieu de 12. L'entretien pré-avortement devient facultatif, il n'y a plus d'entretien. Donc le médecin peut aussi pratiquer un avortement sans l'accord parental, s'il y a une mineure. L'IVG devient gratuite, la clause de conscience est réduite, l'entrave à l'IVG est fermement condamnée, jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 francs d'amende à l'époque, et l'incitation à l'avortement n'est plus condamnable. En 2014, je vous parlais de la loi sur l'égalité homme-femme qui a été portée par Najat Vallaud-Belkacem, qui va, elle va supprimer la notion de détresse. C'est-à-dire qu'en fait, elle affirme que toute femme qui désire avorter, qu'elle soit dans la détresse, pas dans la détresse, ça n'a pas d'importance, elle peut avorter. Donc on appelle ça l'avortement de confort, si on peut dire. Donc elle cautionne l'avortement de confort. On ne parle pas du tout du conjoint. Entre nous, les hommes n'ont pas leur place dans cette loi. En décembre 2015, la loi de santé dite Touraine, qui enfonce le clou, il n'y a plus le délai de réflexion, par l'article 17, plus de délai de réflexion. Les sages-femmes sont autorisées à réaliser des IVG médicamenteuses. Les médecins des centres de santé peuvent aussi réaliser des IVG chirurgicales. Et donc l'avortement, qui était considéré comme une exception, est vraiment là considéré comme un droit absolu. Au mois de février 2017, il y a un vote sur la loi du délit d'entrave, ce dont je vous parlais. Donc, en fait, cette loi, elle va condamner, comme je vous disais, fermement et lourdement, parce que la peine est très lourde, le fait d'informer dans un but dissuasif, les femmes enceintes sur les conséquences des actes. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, quand on parle à une femme enceinte, on n'est pas censé la dissuader. Même si nous, on est convaincus qu'il faut qu'elle garde son enfant et que c'est bien pour elle, eh bien, il ne faut pas essayer de la dissuader. Ce que je peux vous dire, qu'avec les lois bioéthiques, donc depuis 1994, on va quand même très loin, puisqu'on a été jusqu'à créer ce qu'on appelle des bébés médicaments. Alors ça, c'est une mesure qui a été donc en 2009, qui a été autorisée, c'est-à-dire que ça s'appelle aussi le bébé du double espoir. C'est un système, je dirais, où on va sélectionner parmi plusieurs embryons, ça c'est dans le cadre de la PMA, on va sélectionner plusieurs embryons et on va choisir celui qui non seulement n'est pas malade, par exemple qui n'est pas atteint d'une maladie, mais qui en plus va pouvoir guérir son frère malade. Parce que cette PMA, elle se fait dans une famille, par exemple, qui n'a pas de souci pour avoir des enfants, mais qui a un enfant qui est atteint d'une maladie incurable, qu'on peut détecter génétiquement. Donc, on va sélectionner les embryons qui sont sains, celui qui est sain et celui qui, au niveau génétique, va pouvoir, avec ses cellules,
là aussi, ça change les mentalités, c'est-à-dire qu'on en vient à créer un enfant pour son frère. C'est même pas pour lui-même, il n'est pas créé pour lui-même. Donc vous imaginez les dégâts psychologiques chez cet enfant qui sait qu'il a été créé que pour sauver son frère malade. Donc s'il ne le sauve pas, vous imaginez, il n'aura plus qu'à se tuer, puisqu'il n'a pas, exécuté ce pourquoi il était fait. Il n'a pas accompli ce pourquoi il était fait. Donc le premier bébé médicament a vu le jour en 2010 à l'hôpital Clamart, à Clamart, Béclair à Clamart. Et je vous donne juste 2 titres de journaux à l'époque, ça m'avait frappé. Le titre, il y en a un, c'était « Cet enfant qui peut faire des miracles », le pauvre chou. Et je me dis, si aujourd'hui il voit ce titre et qu'il n'a pas réussi à faire de miracles, eh ben, le pauvre. Ou encore, un bébé très prometteur vient de voir le jour. Vous vous rendez compte? Enfin, les parents mettent tout leur espoir sur ce pauvre enfant. Et sachant que ses autres frères ont été éliminés parce que justement, ils ne pouvaient pas guérir l'autre frère. Enfin, vous voyez, c'est vraiment instrumentaliser et chosifier l'embryon. On est loin de l'être humain qui a une valeur absolue en lui-même. Là, c'est vraiment un enfant créé pour quelque chose, pour l'autre. Ce que je peux ajouter, parce que je vois l'heure passer et je voudrais qu'on ait le temps de poser des questions, c'est que quand on regarde toutes ces attaques, c'est quand même des attaques incessantes. Alors oui, je serai à disposition si vous voulez qu'on reparle de certaines lois. Je peux aussi vous dire juste, je fais aussi un aparté, que depuis le Covid, depuis un an, enfin c'est à cause du Covid, on va dire, depuis le 8 novembre en fait, l'IVG médicamenteuse est possible jusqu'à 7 semaines de grossesse, alors qu'avant c'était 5 semaines de grossesse. Donc le gouvernement a décidé exceptionnellement, mais c'est une exception qui à mon avis va durer, d'autoriser 2 semaines de plus de grossesse pour pratiquer l'IVG médicamenteuse. Parce qu'avant, à partir de 5 semaines, on passait à l'IVG instrumentale. Maintenant, ce qui n'est pas sans conséquence, parce que l'IVG médicamenteuse, c'est quand même une IVG qui est très stressante, très traumatisante pour les femmes, parce que parfois elles le pratiquent à domicile, elles sont toutes seules, elles ont des hémorragies, etc. Et on autorise avec 2 semaines de plus, ce qui est énorme, parce que l'embryon se développe beaucoup en début de grossesse, et donc elles sont toutes seules face à cet avortement d'un embryon qui est quand même, qui a quand même plusieurs centimètres, etc. Et aussi les consultations, depuis le Covid, les consultations se font en distanciel. C'est-à-dire que les femmes, pour avorter comme ça avec l'avortement médicamenteux, elles n'ont plus besoin d'aller voir un médecin, il suffit qu'elles l'aient par téléphone ou par Zoom, et c'est bon. Donc ça a complètement banalisé l'acte d'avortement, alors que Covid ou pas Covid, avorter c'est toujours la même chose. Donc ça a toujours des conséquences. Voilà, ça c'était un petit aparté. Oui, je disais que lorsqu'on regarde ces attaques incessantes contre la vie, on peut être évidemment terrifié, parce que quand je vous donne toutes ces lois, et vous voyez que chaque année, il y a un peu plus d'attaques, chaque année, on passe encore une étape vers des lois de plus en plus permissives, on peut être terrifié et désespéré, mais ce qui est quand même... qui est source d'espoir, en tout cas pour moi, c'est que je m'aperçois qu'au-dessus de toutes ces lois, il y a quand même, alors je prêche pour ma paroisse, mais il y a quand même aussi la psychologie humaine, puis bien sûr notre foi, ça c'est sûr, mais au moins la psychologie humaine, parce que on n'enferme pas la psychologie dans des lois. C'est-à-dire on pourra toujours nous dire, et moi je le vois en ayant les femmes au téléphone, on pourra toujours nous dire que l'avortement ce n'est rien, que l'avortement c'est un acte banal, que la vie ne vaut pas grand-chose, que la mort est au-dessus de la vie, parfois, qu'un enfant à 12 semaines c'est rien, qu'un enfant trisomique on peut l'avorter jusqu'à 8 mois parce qu'il n'aura pas une bonne qualité de vie. Eh bien, la psychologie humaine, elle est là. Et une maman, et même, je dirais, nos concitoyens se rendent bien compte que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas parce qu'on on inscrit ça sur le marbre dans une loi française ou dans des lois internationales que
Si vraiment c'était le cas, on pourrait dire il n'y aurait plus de personnes qui appelleraient ces antennes d'écoute comme SOS Femmes Enceintes. Il n'y aurait plus aucune femme qui appellerait en pleurant, en disant qu'elles hésitent, qu'elles ne veulent pas avorter, qu'en même temps les conditions ne sont pas favorables, mais elles ont quand même le sentiment d'avoir un bébé, etc. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas ce côté très humain, il n'y aurait pas cette psychologie qui est très très riche, cette psychologie humaine. Donc voilà, on peut toujours mettre on peut toujours inscrire dans le marbre certaines lois, on pourra toujours dire qu'un embryon n'est rien et que la vie d'un embryon ne vaut rien. Nous-mêmes, si nous regardons dans notre cœur, si nous regardons dans notre âme, dans notre esprit, on sait que ce n'est pas vrai. On le sait, il y a quelque chose qui est en nous, un petit instinct qui nous dit c'est pas vrai, c'est inscrit mais ce n'est pas vrai. Donc la psychologie humaine ne se laisse pas enfermée par les lois, c'est pas si facile que ça. C'est pas parce qu'on dit que l'avortement est un droit. Oui, en France, l'avortement est un droit. Oui, la femme est libre. De toute façon, le Seigneur nous a fait libres. Mais il a quand même dit, je mettrai devant toi la vie et la mort et tu choisiras la vie. Donc il y a le choix. Le Seigneur a mis devant nous ce choix. Mais il a dit, tu choisiras la vie. Il a confiance en nous, la confiance dans l'être humain. Donc j'ai appris en fait en faisant régulièrement l'expérience de l'écoute auprès de ces femmes que d'abord il y avait autant de situations différentes de femmes que de femmes. Il y avait autant de situations différentes. Elles sont toutes uniques, elles vivent toutes des situations uniques. Quand elles parlent, quand elles appellent, elles se trouvent toutes, comme je vous le disais, dans un état de grande souffrance psychologique, dans une impasse. Elles sont très seules. Et elles, ce qu'elles veulent, c'est qu'on les écoute. Elles veulent qu'on les comprenne, elles veulent qu'on comprenne leurs peurs, et elles veulent qu'on leur donne un espoir, qu'on leur donne confiance en cette vie, justement, où elles ont perdu confiance. Et puisqu'il est question, justement, de la vie aussi, je dirais un peu en conclusion, en fait, que finalement, nous tous, nous devons nous poser la question, face à tous ces changements, comme je vous disais, sur la vie, quelle vision on a de la vie, quel regard. Nous aussi, chacun de nous, alors je ne parle pas que pour les situations d'avortement ou pas d'avortement, mais d'une manière générale, qu'est-ce que nous souhaitons porter comme regard sur cette vie, qui arrive parfois par surprise, qui arrive quand on ne l'attendait pas, qui a une part d'inconnu. Dans cette vie, il y a une part d'inconnu. Est-ce que nous, on a confiance en cette part d'inconnu? Est-ce qu'on est prêt à garder confiance malgré tout? Quelle est la vie qu'on souhaite défendre? Quelle vision on souhaite défendre de la vie? Quel regard on souhaite porter, on souhaite défendre? Est-ce que nous voulons, parce que c'est quand même la grande question, être maître de la vie ou serviteur de la vie? Ça, c'est la vraie question finalement, au bout du compte. Est-ce qu'on veut être maître ou serviteur? Être serviteur, c'est accepter que finalement la vie, ça soit la vie qui soit notre maître, et que non, on ne soit pas maître de la vie. C'est mettre la vie en très haute position, je dirais même adorer la vie. Alors on dit qu'on n'adore que Dieu, mais Dieu est la vie. Donc adorer la vie, nous mettre à genoux devant la vie et la servir quelles que soient les formes de sa fragilité. Et être défenseur, être son défenseur. Oui, la vie est attaquée, le titre c'était de mon intervention, c'était « Les attaques contre la vie ». Alors oui, la vie est attaquée. Est-ce que nous, chacun d'entre nous, tous ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie, est-ce qu'ils veulent bien être défenseurs de la vie? Parce que finalement, être serviteur, c'est ça aussi, c'est défendre son maître, défendre la vie, défendre son maître qui l'aime. C'est ça, être serviteur. Et puis, quand on est parent ou grand-parent, eh bien, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants? Est-ce qu'on veut prendre conscience de leurs propres valeurs et qu'ils pourront eux-mêmes faire des grandes choses dans leur vie? Voilà, je vais terminer là-dessus, sur cette note positive. Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour les questions? Oui, c'est bien. Nous remercions Cécile pour cette intervention qui était très très éclairante, qui nous aide à défendre la vie et voir, je pense, avec la vision de la foi, la valeur de la vie humaine. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit et qui était très intéressant, c'est que c'est pas forcément parce que c'est une loi que c'est moral. C'est pas parce qu'on nous dit que quelque chose qui est bien que forcément on doit être.
L'Évangile, la foi, nous rappelle que la vérité nous rendra libres. Cette vérité qui nous a été proposée par la foi et par les Évangiles, grâce à Jésus-Christ, c'est ce qui nous aide à protéger ce qui est le plus sacré pour nous, que c'est la vie en fait. Alors, je remercie de la part de toute notre communauté et ici de toute notre paroisse cette intervention qui a été très éclairante pour défendre la vie et comprendre la valeur de la vie humaine. Je vais laisser un petit temps pour les questions. Si vous avez des questions à poser à Madame Nudel. Alors les questions, il faut les redire parce que par son milieu, ça n'entend pas. Alors, je vais relire les questions. Si la mère veut avorter et que le père veut garder l'enfant, aux yeux de la loi, qui gagne? Alors là, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on peut se la poser, nous tous. C'est très simple, c'est la mère qui gagne, toujours. On a des hommes, moi j'ai eu quelques hommes qui nous ont appelés, et certains avaient le désir de garder l'enfant, mais il n'a pas le droit au chapitre. Oui, il faut le savoir, l'homme n'a pas le droit de dire, parce que on part du principe en France que mon corps m'appartient. Voilà. Et comme le corps pour la femme, en tout cas en France, ce qu'on dit, hein, que l'enfant est dans le corps, l'enfant c'est comme si c'était le corps, ce qui n'est pas vrai, parce que l'enfant est unique et l'enfant a son identité propre, eh bien c'est la femme qui décide de ce qu'elle fait de son corps. Voilà. Donc le bébé est le corps de la femme, pour la vision d'aujourd'hui. Donc il y a des hommes qui se sentent très malheureux parce que leur conjointe a avorté, mais ils n'ont rien pu faire. Comment enrayer cette fuite en avant qui fait que la société adopte de plus en plus des lois qui vont à l'encontre du droit à la vie? Là aussi c'est une bonne question. Ça fait un demi-siècle qu'on se la pose. Comment faire? Le point positif, c'est de se dire, si les personnes ne s'étaient pas battues, s'il n'y avait pas eu d'association, s'il n'y avait pas eu des personnes qui, à temps et à contre-temps et à contre-courant, prônent le respect de la vie, fassent des manifestations dans la rue, aident les femmes enceintes, créent des maisons d'accueil, enfin toutes les actions sont les bienvenues, il faut être créatif au service de la vie, eh bien je pense que l'avortement sera encore plus banalisé aujourd'hui. C'est là où il faut regarder, c'est pas facile de regarder comme ça, mais on peut se dire oui, il y a encore des attaques, mais pendant 50 ans, il y a eu le flambeau, je dirais, du respect de la vie qui a été transmis aux nouvelles générations. Et aujourd'hui, je peux le dire puisque je fais partie d'associations, aujourd'hui il y a encore des jeunes de 20 ans, de 25, de 15 ans qui sont foncièrement pour le respect de la vie et qui portent tout ça très à cœur et qui sont prêts à s'engager. Donc tant qu'il y a même une minorité, c'est une minorité qui peut être active. Donc ça c'est très important de s'en rendre compte. Comment enrayer? On fait ce qu'on peut. C'est Sainte Thérèse, je crois, non, Sainte Bernadette qui disait je ne suis pas venue pour vous convaincre, je suis venue pour vous le dire. Et aujourd'hui, si ceux qui s'engagent dans des associations et qui militent pour le respect de la vie ont encore de l'espoir et continuent à le faire et malgré ces attaques sans désespérer, c'est parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils sont... S'il y a des résultats, tant mieux, mais qui ne sont pas là pour des résultats. Ils sont là juste parce qu'ils sont là, et vous êtes là, pour faire votre devoir. Vous faites votre devoir. Votre devoir, c'est de dire que la vie doit être respectée. C'est de vous battre, entre guillemets, de débattre et de vous battre pour annoncer l'évangile de la vie. Ensuite, le reste, quand on a la foi, on sait que c'est déjà gagné. Le Seigneur fait le reste. Donc ça donne espoir. Mais comment enrayer? Eh bien, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Sensibiliser le grand public, sensibiliser sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Faire ce qu'on peut, quoi. Le Seigneur nous envoie des signes pour aller sur les chemins et pour défendre la vie, même à notre mesure. Mais c'est déjà beaucoup à notre mesure. On fait notre part et le reste arrivera. Bon, la vie est déjà victorieuse, de toute façon. Vous êtes pas
D'accord, mais je sais que c'est ceux qui vont... Ne pensez-vous pas que cette liberté qu'ont réclamée les femmes est devenue leur esclavage? Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire, mais moi je peux le dire, justement par de nombreuses heures d'écoute avec les femmes enceintes, c'est devenu leur esclavage, cette liberté, parce que la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est: sont-elles véritablement libres? Sont-elles libres aujourd'hui de garder leur bébé? Ah, elles sont libres d'avorter, ça, il n'y a pas de problème, hein, il y a tout ce qu'il faut pour avorter. Mais sont-elles libres de garder leur bébé? Et je vous dis, aujourd'hui, elles ne sont plus libres de garder leur bébé. Celles qui appellent, elles ont énormément de pression. Mais quand je dis pression, c'est insupportable. Comment voulez-vous qu'elles soient libres d'avorter quand leur conjoint leur dit ou tu avortes ou je te quitte? Et elles ont déjà, par exemple, 2 enfants, c'est le 3e. Elles sont face à un dilemme. Est-ce que j'accueille ce 3e enfant et donc mon mari va partir, donc mes 2 autres enfants vont être malheureux de ne plus avoir de père ou d'avoir des parents divorcés, ou est-ce que je garde l'harmonie de mon couple et de ma famille, mais par contre j'avorte du 3e? Enfin, c'est un dilemme épouvantable. Elle se pose 10 000 fois la question, qu'est-ce qui est le mieux? Alors, ce que malheureusement elle n'imagine pas toujours, c'est que l'avortement fait souvent exploser les couples ensuite. Donc non seulement les pauvres, elles auront avorté, mais en plus elles vont quand même divorcer. Mais voyez, divorce ou avortement, au choix. Affreux, c'est la peste et le choléra. Bon voilà, donc elles sont pas libres, ça s'est retourné contre elles. Je dirais ça a plutôt libéré les hommes. Quand on voit aujourd'hui certaines situations, c'est plutôt les hommes qui ont été libérés. Et les femmes ont cru en cette liberté, mais on leur a fait croire, hein, c'est une fausse liberté. Fausse liberté. Que faire quand une adolescente est enceinte, 15-16 ans, rejetée par les parents et les mettre dehors? C'est horrible, l'adolescente se retrouve dans la rue. Oui. Ça peut arriver, c'est arrivé. Nous, on a déjà eu des jeunes qui ont appelé. C'est pas facile parce que les centres d'accueil aujourd'hui souvent ne peuvent accueillir que des jeunes femmes majeures. Donc c'est très compliqué. Nous, on essaye de se mettre en lien avec des assistantes sociales. C'est pas facile, on leur paye parfois des nuits d'hôtel. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut au niveau matériel et de refaire le lien ensuite avec les parents. Nous, quand on a des jeunes filles qui appellent, on essaye vraiment de leur dire, évidemment d'en reparler avec les parents. Nous, on a une antenne d'écoute qui s'appelle Ma fille est enceinte, qui est une antenne d'écoute spécialement dédiée pour les parents. Pour que les parents, donc on propose ce service en disant que les parents nous appellent, qu'on peut essayer de les comprendre, de les écouter, parce que parfois les parents, ils sont aussi dans une grande détresse et c'est presque, je dirais, presque d'un mouvement de colère qui disent tu vas dehors, mais c'est rare que la jeune fille reste longtemps dehors, parce qu'elle a toujours quelqu'un de sa famille qui peut la récupérer, etc. Mais en tout cas, elles peuvent appeler des antennes d'écoute et nous, on essaye de faire le lien pour qu'elles se retrouvent, qu'elles ne se retrouvent quand même pas complètement dans la rue. Quand on est ouvert à la vie, on commence à avoir beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on a le droit de se fermer à la vie ou pas? Est-ce un péché? Quoi faire? Question très compliquée. Là, on rentre dans tout ce qui est humanité, etc. Voilà. Et c'est plus le sujet de tout ce qui est contraception. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'Église catholique, tout le monde le sait, la contraception est illicite, hein, et interdite enfin interdit. Oui, c'est dans humanité, etc. Par contre, vous avez toujours des méthodes, ce qu'on appelle les méthodes naturelles. Donc, effectivement, l'Église demande à ce que les couples qui considèrent qu'ils ont trop d'enfants puissent éviter d'avoir des enfants par les méthodes naturelles, non pas des méthodes chimiques. Donc on peut, c'est pas on se ferme à la vie ou pas. On décide, c'était je crois le pape Jean-Paul II qui avait parlé de paternité et maternité responsable. À moins que ce soit Benoît XVI, je ne sais plus. Mais en tout cas, un des deux avait parlé de paternité et maternité responsable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut décider en couple qu'on ne peut plus continuer à avoir des enfants. On ne se ferme pas totalement à la vie, dans le sens où on va par exemple utiliser des méthodes naturelles. On sait que peut-être
il y aura peut-être un enfant qui viendra. Donc notre esprit est encore ouvert quelque part à la vie. Parce que le problème, c'est quand on a vu, il y a beaucoup de campagnes sur les contraceptions, c'est ce qu'on appelle les mentalités aujourd'hui contraceptives. Il y a beaucoup de campagnes qui sont faites pour les contraceptions et pourtant le chiffre des avortements ne diminue pas. Alors qu'on pourrait dire, je ne comprends pas, on contrôle de plus en plus les naissances, comment ça se fait aujourd'hui? Il y a les moyens justement d'avoir des enfants quand on veut, de contrôler la naissance, la conception. Eh bien parce qu'en fait, il y a plus d'avortements parce que la personne qui décide d'utiliser des moyens de contraception, alors que ce n'est pas, aucun moyen n'est 100% viable, ça tous les médecins le diront, dans la tête des personnes, eh bien, c'est pas possible d'avoir un enfant. Donc comme c'est pas possible, là pour le coup l'esprit se ferme totalement. Et comme l'esprit se ferme, quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, c'est comme un choc, elles ne s'y attendaient pas du tout. Et là, elles sont complètement fermées à l'accueil de la vie, parce qu'il n'y avait pas de possibilité pour elles d'avoir un enfant, puisqu'elles étaient sûres d'avoir contrôlé. Quand on emploie les méthodes naturelles, on fait ce qu'on peut pour ne pas avoir d'enfant. Mais on sait que peut-être qu'il y aura un enfant. Et dans ce cas-là, notre esprit ne se ferme pas totalement à la vie. Voyez ? Et c'est là la différence. Et donc, il n'y a pas l'avortement comme il peut y avoir finalement après une contraception, un échec, je dirais, de contraception. Voilà, mais je pense que ça fera le sujet peut-être d'une autre, ce serait bien d'avoir une autre conférence sur tout ce qui est la doctrine de l'Église en matière de régulation des naissances. C'est un grand sujet. Donc je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais j'espère qu'il y aura un jour une conférence là-dessus. Ah oui, les références du rapport. Quelqu'un demande sur Zoom que je rappelle les références du rapport du Conseil de l'Ordre où il est question du respect de l'embryon. Alors attendez, je vais vous le dire tout de suite. Je mets le code sur mon ordinateur. Le respect de l'embryon, je vais vous dire tout de suite, comme ça la personne aura la réponse immédiatement. Du 5 avril 1994. Voilà, le rapport du Conseil de l'Ordre du 5 avril 1994 demandait que soit respecté l'embryon, qui doit être considéré dès sa conception comme un être de nature humaine avec un potentiel. Rapport du Conseil du 5 avril 1994. Ah oui, on me parle aussi des très jeunes adolescentes victimes du viol ou d'inceste. Alors ça, c'est toujours la grande question, pas seulement des très jeunes adolescentes, ça peut être aussi même les femmes qui ont un enfant issu d'un viol. Alors d'abord, ça c'est pas une réponse à la question, mais c'est rare, mais ça existe. Et c'est très rare qu'après un viol, parce que ça c'est aussi psychologique, le viol est tellement traumatisant qu'au moment du viol, il y a une sorte de blocage de la femme qui fait que la conception, il n'y a pas de conception d'enfant, la plupart du temps. La plupart du temps. Il arrive effectivement que des enfants soient malheureusement, enfin je dis malheureusement, la conception c'est toujours beau, un enfant c'est toujours beau, mais quand même conçu dans cette situation, c'est très difficile pour la femme bien sûr à vivre. Un viol c'est un traumatisme, c'est très dur. Avoir un enfant dans ces conditions c'est très dur, mais un avortement en plus de ces autres difficultés, c'est un peu la double peine. Voilà. On a remarqué que quand une femme non seulement avait été violée, en plus qu'elle avait eu elle attendait un enfant de ce viol et en plus elle était obligée d'avorter. On sait que l'avortement ça a quand même des conséquences, on sait que c'est difficile de subir encore un autre traumatisme, c'est gravissime. Donc il y a la possibilité, quand on n'en parle jamais, c'est bien sûr l'accouchement sous X. On ne parle jamais, vous n'entendrez jamais une émission, jamais un média parler de l'accouchement sous X. Alors que c'est possible. C'est un acte qui est magnifique, c'est-à-dire, c'est de confier son enfant qui va naître, on lui donne la vie. Il n'y a rien de plus beau d'une maman qui décide malgré les circonstances de donner la vie, sauf qu'elle sait qu'elle ne pourra pas peut-être assumer psychologiquement parce que c'est un enfant issu d'un viol, eh bien elle pourra accoucher sous X. Au moment d'une conférence de presse pour la Marche pour la vie, il y a un journaliste, il y a déjà plusieurs années, qui m'avait dit « Que pensez-vous de l'abandon sous X ?» C'est marrant qu'il ait dit ça. Je l'ai tout de suite repris en disant « Regardez, vous dites déjà un mot qui est négatif. Vous employez le mot « abandon ». Pourquoi est-ce que vous ne verriez pas plutôt un don
au contraire un acte magnifique. Il y a beaucoup de couples qui cherchent à adopter des enfants. La personne qui décide d'accoucher sous X, non seulement elle est héroïque en donnant la vie malgré des circonstances, comme je vous disais, difficiles, non seulement elle va jusqu'au bout de sa grossesse, quel acte magnifique, quel témoignage elle donne à son enfant d'avoir été jusqu'au bout de son amour, et en plus elle va offrir cet enfant, parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas l'assumer, elle va offrir son enfant à un couple qui serait tellement heureux d'avoir un enfant. Donc au lieu, c'est toujours la manière de présenter, au lieu qu'on nous présente ça comme quelque chose de magnifique, comme un don total de soi, quelque chose non pas d'égoïsme, mais l'inverse, très altruiste, etc., un acte d'amour magnifique, eh bien on nous le présente comme un abandon, donc évidemment. Et à chaque fois, nous, qu'on a des personnes qui hésitent à avorter, on leur parle de l'accouchement sous X, tout de suite, c'est vrai. Les femmes disent non, je préfère encore avorter, je préfère encore tuer, certaines parlent de tuer, hein. C'est elle qui l'emploie, tuer mon enfant plutôt que de l'abandonner. C'est complètement incohérent. Vous voyez, ça c'est vraiment le changement de mentalité, on le voit là. Donc dans beaucoup de situations, la solution c'est l'accouchement sous X. Mais pour ça, c'est vrai que c'est un acte de grand amour, hein, mais malheureusement on ne le présente pas comme ça. Je crois que j'ai plus de questions. C'est déjà pas mal. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas, si vous voulez recevoir le petit dossier bioéthique, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées et je vous enverrai tout ça. Voilà, merci à vous. Nous remercions Cécile pour cette conférence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, très très éclairante sur la défense de la vie et ces attaques et lois modernes contre la vie elle-même. Je vous rappelle tout simplement que la prochaine conférence, toujours sur la culture de la mort dans la société occidentale, c'est le 20 février. C'est la bioéthique et transhumanisme. C'est notre confrère, le père Sergio Pérez, le curé de la cathédrale de Saintes, qui viendra chez nous pour animer cette conférence. Donc, comme d'habitude, rendez-vous ici dans notre église et par Zoom. Je voulais tout simplement, pour terminer notre conférence, faire un petit présent à Cécile. Ça fait depuis quelques années déjà que nous commençons à traduire les livres de notre communauté en français, parce que la plupart sont toujours en espagnol. Alors on a commencé déjà à traduire quelques livres, donc c'est un petit présent d'un des ouvrages de nos confrères. Merci beaucoup. Espérons que ça va vous. Merci. Ah oui, sans aucun doute. Merci. Merci beaucoup. Nous allons terminer par une petite prière. Nous allons chanter à la très sainte Vierge Marie. You
Merci.